en route. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, le programme, alors, je n'ai pas mis le programme à jour, mais on ne va pas faire des révisions sur la partie géométrique. Ça, c'était la dernière fois. Là, on va faire quelques révisions sur les fonctions, mais des révisions rapides pour essayer de se garder le maximum de temps possible pour parler des équations. Alors, au niveau des exercices, il devait, je pense, peut-être en... Oui, il y en avait un qui était dans le dernier du QCM de géométrie de la dernière séance, que je vous avais laissé en suspens en vous disant que ce serait bien que vous le cherchiez par vous-même. Donc là, je vais vous donner les réponses. Alors, en avant sur les fonctions. Donc les fonctions, juste après ce chapitre sur les équations, on va replonger dans les fonctions pour un chapitre qui, lui, par contre, sera beaucoup plus rapide parce qu'on va étudier un type de fonction particulière, enfin deux types de fonctions particulières qui s'appellent les fonctions affines et les fonctions linéaires. Mais on ne s'intéressera vraiment aux nouveautés et toute la base sur les fonctions qu'on a déjà pas mal travaillé, il faudra que vous soyez au point dessus. Donc ce que je vous propose là, on va essayer d'y consacrer une dizaine de minutes. Donc on ne fera pas tous les exercices que j'ai prévus, mais on essaiera de taper un petit peu dans tous les types de questions. Et la prochaine fois, on en fera une série. Mais si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter, ou s'il y a un type d'exercice que vous voulez qu'on refasse un peu plus, ben vous me le dites. Donc là, on va taper dans un peu tout ce qu'on a vu sur les fonctions. Il y aura des lectures graphiques, des lectures à partir du tableau et des calculs d'images et d'antécédents. On va essayer, dans la mesure du possible, de faire 2 exercices de chaque au minimum. Comme ça, si vous faut un exercice pour vous rappeler de comment ça fonctionne, ben vous pourrez voir dans le second si vous avez compris. Mais pour ça, il faut qu'on aille assez vite. Donc, n'hésitez pas à participer. Ceux qui n'osent pas prendre de micro, qui ont une connexion qui n'est pas très stable, ben vous m'envoyez les réponses en passant par le chat. En message privé. Je vous répondrai pas forcément à tous, hein, parce que quand il y en a 4-5 qui m'envoient les messages en même temps et qu'il y en a un sixième qui répond à l'oral, je ne peux pas faire les deux. Mais je lis les réponses et s'il y a un problème, je vous le signale. Allez, c'est parti. Donc, on commence par les lectures graphiques. Alors, un petit exercice pour se remettre ça en tête. Alors, ce que je vais faire, voilà. Je vais passer directement au 3 parce que les questions m'intéressent davantage. Alors ici, vous avez un graphique qui donne l'évolution de la température en degrés dans une station de métro de Paris en 2015, et on appelle T la fonction qui à l'heure associe la température. Alors ne vous inquiétez pas si cet exercice vous évoque quelque chose, on l'a déjà fait. C'est juste pour arriver à replacer un certain nombre d'informations en tête. Alors, ici, quelle est la variable dans cet exercice? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que c'est la température ou est-ce que c'est la durée? Elvira? C'est la température? La variable? Non, c'est pas la température, c'est l'autre. C'est-à-dire, c'est la durée. Ce sont les jours. Alors, j'en vois qui m'ont envoyé des réponses par messagerie, donc c'est un peu la même erreur qu'on retrouve. Alors, sur les fonctions, il y a quelques petites choses à savoir parce que c'est toujours organisé de la même manière. Ici, qu'est-ce qu'on mesure dans cet exercice? On mesure la température. Et la grandeur mesurée se trouve toujours, je prends un stylo, voilà, c'est toujours sur l'axe vertical que vous trouverez la grandeur mesurée. Je vais l'appeler GM pour grandeur mesurée, qu'on appelle aussi l'image. On va reparler de ces histoires d'image et d'antécédents. Et donc, sur l'axe horizontal, on trouve la variable, qu'on appelle aussi l'antécédent. Voilà. Et vous pouvez prendre 150 graphiques, ils seront tous construits comme ça. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on mesure? Ici, on mesure la température. Et la température, elle va dépendre de quoi? Elle va dépendre du jour, du moment où on fait la mesure, c'est-à-dire du jour. OK? Alors, pourquoi je rappelle en même temps, pourquoi on a 2 mots pour chaque axe? Pourquoi on a grandeur mesurée et image? Alors, tout simplement, c'est parce que grandeur mesurée, ça veut dire qu'on a une grandeur, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut exprimer avec une unité, que ce soit une température, une distance,
une masse, un prix, une durée, peu importe. Mais en tout cas, il y a une unité, ça peut être mesuré. Et quand on fait des exercices purement mathématiques, on n'a pas de grandeur. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez un programme de calcul. Un programme de calcul, vous choisissez un nombre de départ, vous lui appliquez une série d'opérations et ça vous donne un résultat. Mais le problème, c'est que le nombre de départ et le résultat, ils n'ont pas d'unité ni l'un ni l'autre. Donc, ce ne sont pas des grandeurs. Donc, on a besoin de deux mots de vocabulaire qui permettent de savoir si on parle du nombre qu'on a choisi au départ, qui sera donc l'antécédent, ou alors si on parle du nombre qu'on a obtenu après avoir fait les opérations, qui dans ce cas-là s'appelle l'image. Mais peu importe, sur un graphique, les grandeurs sont toujours organisées de cette manière-là. Donc du coup, en répondant, j'ai répondu aussi à la deuxième question. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle température il faisait à 8 heures? Ou me l'écrire. Elvira, À 8 heures, il faisait 15 degrés. très bien. Euh, Est-ce que quelqu'un pourrait me traduire ça en faisant une phrase avec le mot image? Donc je vois plein de monde qui a trouvé 15. Enzo, L'image de 15 et 8. alors l'image de 15 et 8, c'est dans l'autre sens. Reformule-moi ta réponse, pardon. 8 et l'image de 15. Non, toujours pas. Alors, Inverse simplement les deux nombres. Qui c'est l'image? l'image de 8 et 15. Eh oui, tout à fait, parce que l'image, c'est 15. 15 et l'image de 8. D'accord? Question 4. Combien de fois dans la journée la température a été de 23 degrés? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Combien de fois la température a été de 23 degrés? Alors, Elvira, 2 fois? va bien jusqu'au bout. À 3? 3 fois. Si on trace la ligne, alors ce qui est piégeux, c'est que ils n'ont pas mis des. Alors j'ai récupéré ça dans un manuel, ils n'ont pas mis de croix partout. Mais si on suit la ligne, on s'aperçoit bien que la courbe, elle va traverser la ligne de 23 degrés à 3 endroits. D'accord? Donc du coup, quels sont, alors écoutez bien la question, quels sont les antécédents de 23? Qui peut me donner les antécédents de 23? Thibaut? Les antécédents de 23 sont 12, 13 et 21. Ouais, un peu moins de 21, mais on est d'accord. Voilà. Très bien. Allez, je vous propose qu'on en fasse un autre et ensuite on passera au tableau. Alors ici, ça va permettre de... bon, la première question, on va la faire vite fait parce qu'on y a déjà répondu, mais c'est surtout la deuxième question qui m'intéresse avec cette notation qu'on a déjà vue sur les JAT, c'est bon? C'était 13 et pas 14. Avec la notation avec F. Donc la lettre F ici désigne le nom de la fonction. Qu'on choisisse F, G, H, M, A, B, ça n'a aucune importance. C'est simplement pour lui donner un nom. Alors, dans l'absolu, vous voyez, les matheux ne sont pas toujours très originaux. Fonction, ça commence par la lettre F, donc on l'appelle F. Il faut savoir que si on était dans une situation où, par exemple, on cherchait un prix, on l'appellerait P. Si on cherchait une température, on l'appellerait T, comme dans l'exercice précédent. Voilà, on cherche a priori une lettre qui soit en rapport avec ce qu'on cherche. Mais comme ici, vous voyez, il n'y a pas d'unité parce qu'il n'y a pas de grandeur, et bon, on va simplement prendre la lettre F. Alors, j'ai entouré à l'écran F entre parenthèses 0,5. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire 0,5, est-ce que ça correspond à un antécédent ou est-ce que ça correspond à une image? Alors, attention, je parle du nombre qui est dans la parenthèse. Je vais effacer parce que je pense que je vais vous induire en erreur. Sinon. Ce 0,5 là, est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est un antécédent?
Méline? Un antécédent? Très bien, Méline. Le nombre qui est dans la parenthèse, c'est toujours l'antécédent. Donc ça fait partie aussi des choses à savoir. Enfin, à se rappeler. Et si maintenant je parle de toute l'écriture, f entre parenthèses 0,5, là par contre ce sera une image. Ça sera l'image de 0,5. Hop. Voilà, je voulais déplacer ça et ça. Bien. Donc, on revient au graphique. Ce 0,5, l'antécédent, on le lit sur quel axe? Est-ce qu'on le lit sur l'axe horizontal ou est-ce qu'on le lit sur l'axe vertical? Elvira? Sur l'horizontale? Très bien. Donc là, rappelez-vous bien, hop, je vais reprendre ma souris pour annoter. Donc rappelez-vous bien que l'antécédent, il est là. Alors, je suis désolé, mais écrire avec une souris, c'est pas facile. Et donc, l'image, par élimination, est forcément sur cet axe-là. Donc si je sais que 0,5 c'est un antécédent, ben, ça signifie qu'il faut que je le cherche sur l'axe des antécédents, c'est-à-dire sur l'axe horizontal. Donc je repère la graduation 0,5 sur l'axe horizontal. Donc ici j'ai 0, ici j'ai 1, donc forcément j'ai 0,5 au milieu. Et une fois que j'ai trouvé l'antécédent, eh bien je cherche le point de la courbe qui est juste en face. Alors là, ce n'est pas forcément l'exemple le plus facile. Donc je vais m'intéresser à ce point-là. Et ce point-là, quelle est son ordonnée? Alors, quelle est l'ordonnée de ce point-là? Oui, Jade, c'est la bonne réponse. Donc j'ai mon point, je vois ma croix, et je cherche en face de quelle graduation il se situe sur la verticale. J'ai plus qu'à suivre, hein, je suis sur la ligne, et c'est la ligne qui correspond au 0. Donc ça veut dire que l'image de 0,5, c'est 0. Ce que j'écrirai comme ça, f entre parenthèses 0,5 égale 0. Et je lirai ça, l'image de 0,5 vaut 0. Allez, est-ce que quelqu'un pourrait maintenant répondre à la question petit b? Est-ce que quelqu'un veut me dire quelle est l'image de moins 1,5? Alors, cherchez bien moins 1,5 sur l'axe des antécédents. Regardez le point de la courbe qui est en face et trouvez son ordonnée. Alors, Clément, c'est la bonne réponse. Simon aussi. Oula, d'un coup, j'en ai 4 qui s'affichent. Jade, c'est bon. Quentin, attention au signe. Thibaut, non. Axel, oui. Donc, oui, Méline, tu veux répondre? C'est 1? Très bien, c'est 1. Donc, comme je sais, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de se repérer dans cette notation. Comme je sais que le nombre entre parenthèses, moins 1,5, c'est l'antécédent, par conséquent, je le cherche sur la ligne horizontale. Donc, moins 1,5, oula, c'est un peu épais. Moins 1,5, c'est là. Et une fois que j'ai mon point de départ, je vais chercher le point de la courbe qui est en face. C'est celui-là. Et celui-là, il est à une hauteur de 1. Donc l'image de moins 1,5, c'est 1, ce que j'écrirai, pardon, f entre parenthèses moins 1,5 égale 1, qui se lit, l'image de moins 1,5 est égale à 1, ou alors 1 est l'image de moins 1,5. Allez, un troisième. Je voudrais cette fois-ci l'image de 0. Allez. Quelle est l'image de 0?
C'est plus que 2. Oui, Thibaut, c'est bon. Axel, c'est bon. Rémi, c'est plus. Enzo, c'est bon. Alors, Méline, tu es parti pour répondre? 3. Très bien. Donc, je cherche l'image de 0. Donc, l'image de 0 sur l'axe horizontal, mon 0, il est ici. C'est lui. Donc, ça, c'est mon point de départ. Et ensuite, ben, j'ai plus qu'à suivre la ligne. Ben, là, elle est déjà tracée, hein, jusqu'à trouver le point de la courbe qui est en face. Et quand j'ai trouvé le point de la courbe, ben, je m'aperçois qu'il a une ordonnée de 3. Donc, on dira que l'image de 0, c'est 3. Et on écrira f entre parenthèses 0 égale 3. J'ai changé un petit peu les questions, parce que je vois que l'heure tourne, il nous reste une grosse demi-heure. J'ai changé les questions par rapport à ce qui est dans l'exercice. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un antécédent de -1? Je répète, je voudrais un antécédent de -1. Alors, Axel Thibault, c'est bon. Alors attention de ne pas confondre -1 et 1. Hein. Simon, c'est bon. Attention de ne pas vous tromper. Je veux un antécédent de -1. Elvira, tu m'as donné un antécédent de 1. Un antécédent de -1. Donc, je reprends. Je cherche un antécédent. Donc, la réponse est déjà dans la question. Si je cherche un antécédent, je cherche donc un nombre qui se situe sur cette ligne-là, sur l'axe horizontal, puisque c'est l'axe des antécédents. Ce qui veut dire que le nombre qu'on me donne, bon, je vous ai dit -1, il est forcément sur l'axe vertical. Donc, sur l'axe vertical, -1, c'est lui. Et bien, une fois que j'ai mon point de départ, eh bien, je vais suivre la ligne pour voir quels sont les points de la courbe qui sont en face. Là, j'ai vite fait, j'en ai un seul. Et ce point de la courbe, il a pour abscisse 1. Donc, je dirais que -1 a pour antécédent 1, ou alors que 1 est l'antécédent de -1. Et pour l'écrire, ben, par contre, je suis obligé de l'écrire comme ça, hein, puisque dans la parenthèse, c'est toujours l'antécédent. L'antécédent dans la parenthèse et l'image après le signe égal. Donc cette phrase-là, cette notation-là, pardon, elle peut se lire -1 a pour antécédent 1, ou 1 est l'antécédent de -1. Alors, je vous en donne un autre à chercher, et puis ensuite on passera au tableau parce que il est déjà, je regarde, bientôt 25. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner les antécédents de... Allez, les antécédents de 0, par exemple. Quels sont les antécédents de 0? Le ou les antécédents de 0? Combien il y en a et quels sont-ils? Alors, Quentin, c'est bon. Elvira. Alors, Elvira, Attends, tu m'as donné un antécédent de 1, là. Non, même pas. Oula, j'ai même pas eu le temps de regarder. Oui, tu m'en as trouvé un, il y en a un deuxième. Jade, tu m'en as trouvé un, il y en a un deuxième. Rémi, tu m'as trouvé l'image, toi, de 0. Clément, le premier est bon, le deuxième, tu peux trouver plus précis. Enzo, le premier il est bon, le deuxième, attention, tu allé trop loin, trop haut. Eva, le premier c'est bien, le deuxième, tu peux trouver un petit peu plus précis. 1,5 c'est trop. Alors Jade, le deuxième, c'est mieux. Et Simon, Thibaut, c'est bon. Et Simon,
Non, -1 n'en fait pas partie. Oula, je me fais inonder de messages. Alors, on va donner la réponse à la question. Alors, Méline qui a gardé sa main levée depuis le début. Il y a combien d'antécédents pour 0? 2. Il y en a 2, ok, qui sont donc... Je dois le dire? Oui, oui, vas-y, dis-le. 0,5 et 1,5. Alors, 1,5, c'est là. Ah bah 1,25. Ouais, c'est mieux. 1,5, 1,3. Donc, je cherche les antécédents. Donc, je cherche des nombres ici. Ça veut dire que si je cherche des nombres sur l'axe horizontal, ben, celui qu'on va me donner, il est sur l'autre axe. Et sur l'axe vertical, le 0, il est ici. Donc ça, c'est mon point de départ. Et ensuite, je suis la ligne horizontale qui passe par 0. Je m'aperçois qu'elle coupe 2 fois la courbe rouge. Et donc, l'abscisse du premier point, c'est 0,5. L'abscisse du second point, c'est à peu près 1,3, 1,25 si vous voulez. C'est dans cet ordre-là. Mais c'est le problème avec le graphique, c'est que suivant où l'intersection se fait, si elle se fait pile au croisement de deux lignes ou alors entre deux lignes, on n'a pas toujours la même précision. Bien, alors on va faire une pause pour tout ce qui est graphique. On va enchaîner avec les tableaux. Donc vous voyez, il y en a plein d'autres, mais on les poursuivra la prochaine fois. Alors, pour changer de domaine, est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle est l'image de 4 ici? Alors, Quentin, c'est bon. Jade, c'est bon. Thibaut, c'est bon. Elvira? Méline, c'est bon. Enzo, c'est bon. C'est 0. C'est 0, très bien. Donc, petite chose à savoir sur les tableaux. Tous les tableaux sont faits de la même façon. Sur la première ligne, on a toujours l'antécédent. Sur la deuxième ligne, on a toujours l'image. Et de toute façon, si on regarde ce qui est écrit, on ne peut pas avoir de doute, parce que la lettre X, qui est la même lettre X que vous trouvez dans la parenthèse, là, cette lettre X, qui est dans la parenthèse, c'est forcément l'antécédent. Donc X, c'est l'antécédent, et F entre parenthèses X, c'est l'image. Donc si on me demande de trouver l'image de 4, donc, si on me demande de trouver l'image, ben forcément, on me donne l'antécédent. Donc, image de 4, j'ai plus qu'à chercher 4 sur la première ligne du tableau, qui est la ligne qui correspond aux antécédents, et je lis le nombre qui est en face, c'est 0. Allez, on en fait un deuxième, juste pour le plaisir. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un antécédent de... hop, j'arrive pas à lire, 14. Un antécédent de 14. Alors, Enzo, c'est bon. Clément, c'est bon. Eva, c'est bon. Simon, c'est bon. Axel, c'est bon. Jade, OK. Rémi, c'est bon. Bon, mais j'espère que j'ai oublié personne. Quentin, c'est bon. Clément, c'est bon. C'est que parfois, il y a 4 messages qui s'affichent d'un coup. Lui, si c'est bon, très bien. Donc, ça a l'air d'être OK. On ne perd pas de temps. Donc, je cherche un antécédent de 14. Donc, si je cherche l'antécédent, ben forcément, c'est qu'on me donne l'image. Et l'image est sur la deuxième ligne du tableau. Donc, le 14, je vais le chercher sur la deuxième ligne. Et je lirai l'antécédent qui est en face. Parfait. Dernier petit exercice. Hop, alors on va aller plus loin. Ouais, j'en avais prévu pas mal, mais on est déjà à la demi. Alors, on va juste faire le petit A. Je voudrais que quelqu'un me fasse une phrase pour me traduire ça en utilisant le mot image. Alors, comment on peut traduire ça en utilisant le mot image? Allez, essayez de trouver rapidement qu'on puisse passer aux équations. Alors, Jade, c'est bon. Thibaut, Axel, c'est bon. Simon, attention, c'est l'inverse.
Jade, c'est bon. Thibaut, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai vu? Axel, c'est bon. Non. Enzo, faut que tu le renverses aussi. Clément, c'est bon. Allez, Elvira, tu donnes la réponse à l'oral, s'il te plaît. L'image de -2 et 1. Très bien, c'est exactement ça. L'image de -2 et 1. 1, c'est celui qui est après le signe égal, et après le signe égal, c'est forcément l'image. Et celui qui est dans la parenthèse, c'est l'antécédent. Voilà. Donc, -2 est l'antécédent, 1 est l'image. Donc, je dirais que 1 est l'image de -2, ou alors -2 a pour image 1. Alors, Rémi, l'image de 1, c'est -2. Non, c'est l'inverse. C'est l'image de -2 qui vaut 1. Est-ce que quelqu'un pourrait, on va changer de situation, on va regarder le petit c. Est-ce que quelqu'un pourrait me traduire cette écriture-là en utilisant cette fois-ci le mot antécédent? Alors, Jade, c'est bon. Oui, c'est bon, Eva. Alors, oui, Simon. Rémi, c'est l'inverse. Enzo, c'est l'inverse. Axel, c'est bon. Non, c'est un sacré... quand tout déboule en même temps, voilà, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Méline, comment tu traduirais ça en français? 1 a pour antécédent -2. Le petit c, s'il te plaît, avec la fonction g, là. Ah mince. Ah C'est oui, pas grave. pardon. C'est pas grave. 0 a pour antécédent 4. Voilà. Voilà. 4 est l'antécédent. Donc la phrase, vous dites soit 4 est l'antécédent de 0, soit 0 a pour antécédent 4. Voilà. Mais faites bien attention de ne pas vous perdre entre l'antécédent et l'image. Bien. Alors on va arrêter là pour les fonctions. On s'en fera une autre série jeudi avec les exercices qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Comme ça, normalement au bout, vous aurez tout revu pour commencer dans de bonnes conditions la suite. Alors la correction d'exercice, bon, vu que je vous enverrai le diaporama, je vous l'ai faite, mais là par contre je ne vais pas m'attarder dessus. Je répondrai simplement à ceux qui ont des questions. Donc soit vous l'avez fait, dans ce cas vous aurez juste à comparer avec vos réponses, soit vous ne l'avez pas fait. Puis deux choses une, soit vous essayez de le faire et vous comparez avec les réponses que je vous donnerai, soit ben, tant pis, vous laissez courir et voilà. Donc ça c'est un exercice qui est tombé au brevet il y a je crois une dizaine d'années. Donc on l'avait fait lors de la dernière séance et on avait convenu que pour répondre, on avait besoin à la fois du théorème de Pythagore et à la fois du théorème de Thalès. Donc je vais vous montrer comment on fait le calcul. Donc la longueur du parcours, il faut aller de A à B, de B à C, de C à D et de D à E, ce qui veut dire qu'on ne connaît qu'une seule longueur. Il faut calculer les trois autres. Alors, pour calculer la longueur BC, on va utiliser le théorème de Pythagore. Parce qu'on est dans un triangle rectangle, ça c'est signalé dans l'énoncé, et on connaît déjà deux côtés. Donc si on applique le théorème de Pythagore dans ce triangle-là, on va écrire l'égalité de Pythagore. Donc ça c'est le point de départ. Une fois qu'on a écrit l'égalité avec les lettres, eh ben, on remplace les longueurs AB et AC par les mesures qui nous sont données. On prend la calculatrice pour calculer combien vaut 300 fois 300 et 400 fois 400. Et là, naturellement, quand on voit les deux nombres, on les additionne et ça fait 250 000. Tout en gardant bien à l'esprit que Pythagore ne permet jamais de calculer directement une longueur. Il permet de calculer une aire. Donc si on veut la longueur, on est obligé de passer par la racine carrée qui fait 500. Bon, ici, il n'y a pas de difficulté particulière. Une fois qu'on sait que c'est Pythagore, on déroule le calcul comme vous l'avez déjà fait des centaines de fois. Pour les deux longueurs qui restent, donc la longueur CD et la longueur DE, là, on va plus penser à du Thalès. Déjà, quand on a un peu d'expérience, la forme de cette figure-là, ces deux triangles qui sont l'un en face de l'autre, ça fait penser à Thalès. Par contre, rappelez-vous qu'il faut bien le rédiger.
en disant que les points sont alignés, que les droites sont parallèles et qu'on peut utiliser Thalès. Alors, certains vont me dire, mais les droites parallèles, on l'a déjà dit dans l'énoncé, c'est vrai, sauf que dans un énoncé, maintenant vous avez fait un premier brevet blanc, vous constatez qu'un exercice, dans un exercice de brevet, on va utiliser plusieurs propriétés. Donc au début, on va vous donner en vrac toutes les informations nécessaires pour résoudre l'exercice. Mais pour chacune des questions que vous aurez à faire, il n'y aura qu'une partie des informations qui seront utiles. Donc ce que l'on attend de vous, c'est d'être capable de dire, voilà, dans tout ce qu'on m'a donné, ce qui va me servir, c'est ça et ça. Donc même si on vous a écrit que les droites sont parallèles, il faut quand même que vous l'écriviez. Alors une fois qu'on a terminé le blabla, on peut écrire l'égalité de Thalès en utilisant les lettres. Donc pour ne pas faire d'erreur, pensez bien à partir du sommet qui est en commun aux deux triangles. Ici, c'est le point C. Donc on peut faire CA sur CE, CB sur CD, AB sur DE, ou alors CE sur CA, CD sur CB et DE sur AB. Ce qui est interdit, c'est de mixer les deux, c'est-à-dire d'en faire deux dans un sens et un qui est inversé. Et là, une fois qu'on a écrit ça, on est quasiment au bout. On met les nombres à la place des longueurs et ensuite, on applique les produits en croix pour calculer les deux longueurs dont on a besoin. Et une fois qu'on a fait ça, c'est simplement une addition des 4 longueurs pour connaître la longueur totale du parcours. Alors, bon, s'il y a des questions, s'il y a besoin d'y revenir, vous m'envoyez des messages, vous me le dites. Mais là, on va passer vraiment au gros morceau, ce sont les équations. Alors les équations, je vais passer rapidement sur un truc que j'avais laissé en suspens à la dernière séance. On a 2 programmes de calcul. Et on cherche pour quel nombre choisir au départ. On prend un même nombre au départ pour les 2 programmes de calcul et il donne le même résultat. Donc pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions. Soit on teste au hasard, c'est-à-dire on prend 1, on calcule combien on a avec le programme A, combien on a avec le programme B, on regarde si c'est pareil ou pas. Ensuite on teste avec 2, ensuite on teste avec 3, avec 4, 5. Mais si le nombre que vous avez à trouver c'est 1764, ça risque de vous prendre un petit moment. De la même façon, si le nombre que vous cherchez c'est 3,678, eh ben, bon courage pour le trouver à la main. Donc ici, et dans un certain nombre de situations qu'on verra par la suite, il nous faut un outil qui permette de résoudre ce genre de situation sans qu'on se perde dans des centaines, des milliers de calculs. Alors, on pourrait utiliser un tableur. L'avantage du tableur, c'est que ça permet d'automatiser les calculs. Mais là encore, si le nombre à chercher est très très grand, ça veut dire qu'il va falloir faire des feuilles avec beaucoup de calculs et ça prendra de toute façon beaucoup de temps. Alors, je voulais vous le faire en direct pour vous le montrer, mais là, je vais essayer d'aller vraiment dans le cœur du sujet. Et la solution ici, c'est 1,5. Si je choisis 1,5 dans le programme A, multiplié par 6, ça fait 9. Et si j'ajoute 4, 9 et 4, ça fait 13. Et dans le programme B, si je prends 1,5 que j'ajoute 5, ça fait 6,5. Et si je multiplie 6,5 par 2, ça fait 13 aussi. Et le problème, c'est qu'1,5, c'est le seul qui fonctionne. Donc déjà, vous voyez, il faut penser que ce n'est pas forcément un nombre entier, ça peut être aussi un nombre négatif, un nombre très grand, un nombre très petit. Voilà, ça fait tellement de possibilités que chercher au hasard, c'est pas possible. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous ont tenté quand même de le faire. Peut-être que vous avez trouvé le 1,5, peut-être pas. Mais en tout cas, si vous l'avez trouvé, ça vous a demandé quand même certainement pas mal d'étapes. Donc, on va se pencher sur une méthode plus efficace qui s'appelle la résolution d'équations. Pour vous aider à la comprendre, je vais essayer de vous l'exprimer, enfin de vous l'expliquer avec quelque chose d'un peu concret, à travers une balance. Alors certainement, vous avez déjà vu en cours de physique, oui en cours de physique, ce genre de balance qu'on appelait la balance de Roberval. Alors vous aurez certainement peu de chances d'en croiser dans votre cuisine à vous, parce que maintenant c'est des balances numériques qui les ont remplacées. Mais pour parler des équations, elles sont impeccables. Alors le principe est très simple, j'ai 2 plateaux et une aiguille centrale. Si l'aiguille, comme ici sur la photo, est bien au centre, ça signifie que la balance est en équilibre. Donc là, forcément, elle est vide, c'est pas trop difficile. Mais quand je veux peser, par exemple, 500 g de farine, eh bien, sur un plateau, je vais mettre ce qu'on appelait des masses marquées, c'est-à-dire des poids avec
marquer dessus combien ça fait, par exemple 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, 500 grammes. Je mets le poids dans un plateau. Attendez, je vais essayer de vous l'expliquer avec un petit dessin, même si c'est maladroit, ça sera peut-être plus clair. Voilà, je veux 500 grammes de farine. Donc, dans un plateau, je mets une masse de 500 grammes. Et puis, dans l'autre plateau, ben, je vais verser la farine jusqu'à ce que les deux aiguilles viennent en position centrale. Voilà. Et quand elle sera en position centrale, j'aurai bien pesé 500 grammes de farine. Bon, mais ça va nous aider, vous allez voir, à résoudre le problème comme celui que je vous ai montré juste avant. Alors, on va partir d'une pesée qui est déjà effectuée. J'ai des cubes, ils sont tous les mêmes. Par contre, j'ignore combien ils pèsent. Le but, c'est de trouver leur masse. Donc, j'arrive, avec ma balance, à réaliser cet équilibre. Dans le plateau de gauche, j'ai 3 cubes. Et dans le plateau de droite, j'ai un cube et une masse de 200 grammes. Qu'est-ce que je pourrais faire, à votre avis? Imaginez que vous ayez la balance devant vous. Qu'est-ce que je pourrais faire comme opération sur cette balance pour arriver à trouver la masse d'un cube? Bon, je vois que Thibaut a déjà trouvé. Quelle modification, Quentin a trouvé aussi, quelle modification je pourrais apporter à cette pesée pour la rendre plus simple et trouver plus facilement la réponse? Alors, ça sera peut-être plus facile si quelqu'un s'exprime à l'oral. 200, non. Bon, je ne sais pas si vous n'osez pas répondre ou peut-être que je n'ai pas été très clair. Donc, j'ai essayé de vous l'expliquer. Voilà. Donc, un cube, certains ont déjà trouvé, un cube pèse 100 grammes. Voilà. Un cube est égal à 100 grammes. Donc, il y a des situations comme celle-là où je vais pouvoir le trouver assez facilement parce que le résultat est facile à trouver. Mais l'intérêt de l'outil qu'on va voir, c'est de partir d'une égalité qui est assez compliquée pour aller vers une égalité qui est plus simple. Par exemple, si je devais traduire cette égalité en termes mathématiques, ben je dirais qu'à gauche, j'ai 3C, pour dire 3 cubes. À droite, eh bien, j'ai 1 cube plus 200 grammes. Et ça donne exactement la même chose. Et si je vous donne à chercher directement avec l'égalité 3C égale 1C plus 200, je ne sais pas s'il y en a tant que ça qui trouveront 100 grammes. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux modifier ma pesée? Qu'est-ce que je peux enlever, ajouter pour la rendre plus facile? Toujours pas d'idée? Alors, ce que je peux enlever, par exemple, oui, Elvira? Bah, on peut enlever les cubes et les remplacer par des poids. Alors, on peut enlever des cubes et les remplacer par des poids, mais ça suppose qu'on sache combien pèse un cube. Donc, si on sait combien pèse un cube, c'est-à-dire que si on sait qu'un cube, il faut le remplacer par 100 grammes, ça signifie que j'ai déjà la réponse à mon problème. Je sais qu'un cube pèse 100 grammes, donc je n'ai pas besoin de trouver sa masse. Mais par contre, Méline, tu as une idée aussi? On enlève un cube de chaque côté, comme ça on sait que 2 cubes égale 200 grammes. Voilà, ça peut être une bonne piste. J'ai des cubes dans chaque plateau, ben, je peux en enlever un de chaque côté. Donc maintenant, j'ai une pesée où j'ai 2 cubes à gauche et j'ai plus de cubes à droite. Par contre, j'ai 200 grammes. Donc ça signifie que du coup, 2 cubes vont peser du coup 200 grammes. Et la masse d'un cube, pour la trouver, ben, il va suffire de diviser par 2. Si 2 cubes font 200 grammes, eh ben, un cube fait la moitié, c'est-à-dire 100 grammes. Donc l'idée, en fait, de ce que l'on va faire, elle est là, c'est-à-dire, on va partir d'une égalité et on va essayer de la simplifier, de la rendre plus facile en enlevant des choses. Donc au début, on avait ça, on a enlevé un cube, j'ai une nouvelle égalité, puisque comme j'ai enlevé un cube de chaque côté de la balance, ben, je n'ai pas modifié l'équilibre, j'ai toujours la même quantité dans chaque plateau. Mais à partir de cette pesée-là, eh ben, je peux trouver plus facilement la réponse. 2 cubes, 200 grammes, 1 cube,
100 grammes. Voilà. Et là, vous venez de résoudre votre première équation. Alors, on va essayer de faire d'autres exemples comme ça pour vous essayer de rôder un petit peu le principe. Alors, ça, je vais passer assez vite parce que je vous l'ai fait au fur et à mesure. Vous voyez ici, la masse d'un cube, je l'avais noté petit m. Donc, la pesée de départ, on avait 3 cubes à gauche, 3m, et à droite, 1 cube et 200 grammes. Donc, j'ai pas mis 2, 1, mais on peut très bien mettre 1m si vous préférez, hein, ça ne change rien. Ensuite, j'ai enlevé 1 cube de chaque côté, ce qui m'a donné une nouvelle égalité. Donc là encore, je n'ai pas mis la lettre M, le chiffre 1, pardon, mais on peut dire j'enlève 1 cube, donc 1m. Donc à gauche, j'ai plus que 2 cubes, et à droite, 200 grammes. Et pour terminer, eh ben, j'ai simplement divisé par 2, c'est-à-dire au lieu d'avoir 2 cubes, j'en ai mis qu'un, et au lieu de prendre 200 grammes, j'ai pris la moitié, donc j'ai divisé par 2 chaque quantité, ce qui m'a donné une masse de 100. Donc oubliez pour l'instant, oubliez ça pour l'instant, c'est pas important, et il ne faudrait pas que ça vous bloque. Voilà. Donc si vous regardez bien ce qui est à droite, eh bien, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup au problème qu'on était en train de chercher, c'est-à-dire un nombre qui va vérifier une égalité. Je vais y revenir pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Je vais remonter dans le temps. Voilà. Donc on voulait trouver un nombre, un même nombre qui donnait le même résultat pour les deux programmes de calcul. Alors, est-ce que quelqu'un, ça fera une petite révision, pourrait me traduire le premier programme de calcul si on appelle x le nombre de départ? Qu'est-ce que ça va donner à la sortie en fonction de x? Est-ce que quelqu'un pourrait me le donner rapidement? Oui, Elvira? X fois 6 Hmm. plus 4. X fois 6 plus 4. Donc x fois 6, on va l'écrire 6x. plus 4, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on obtiendrait pour le programme B? Je choisis un nombre de départ, c'est x. J'ajoute 5 et je multiplie par 2. Allez, quelqu'un veut le tenter? Eh ben, Elvira encore? X plus 5 fois 2. Comme ça, ou il faut que je rajoute quelque chose? Oui, la parenthèse. Voilà. X plus 5 fois 2. Alors, désolé, le signe multiplié, le x, c'est le même sur le clavier. Voilà, alors attention, quand on écrit le calcul, la réponse, dans le programme de calcul, c'est l'addition qui se fait en premier, la multiplication en deuxième. Et si je ne pense pas à mettre des parenthèses, c'est l'inverse qui va se produire. Tiens, est-ce que quelqu'un pourrait me développer cette écriture-là, x plus 5 entre parenthèses fois 2? Comment on pourrait l'écrire sans les parenthèses? Méline? 2 fois 5 plus 2 fois x. Très bien. Ça veut dire que c'est la distributivité. Parfait. On multiplie tout par 2. Donc 2 fois 5, ça fait 10. Et 2 fois x. 2x. Eh bien, c'est parfait. Donc je le mets dans l'ordre, ça fait 2x plus 10. Voilà, donc je cherche quand est-ce que les deux programmes de calcul donnent le même résultat, donc celui-là et celui-là. Donc en fait, j'ai juste à rajouter un signe égal en plein milieu pour dire qu'ils donnent le même résultat. Et voilà. Et ça, c'est ce qu'on va appeler une équation, c'est-à-dire une égalité pour laquelle on a deux quantités qui doivent donner le même résultat. Mais elles ne vont pas donner le même résultat tout le temps, elles vont donner le même résultat pour une certaine valeur de x. Si je m'amuse à remplacer x par le premier nombre qui me passe par la tête, par exemple, je décide de remplacer x par 0. Voilà, ça va être le calcul le plus simple. Eh bien, le premier programme de calcul va me donner 0 fois 6, 0 plus 4, 4. Donc, par le programme A,
je trouverai 4. Et si je remplace x par 0 dans le programme B, ben 0 plus 5 fera 5, et 5 fois 2 me donnera 10. Donc, je n'arrive pas à avoir le même résultat. Je reviens maintenant aux balances. Donc, l'équation, c'est ça. Ça va être ce genre d'égalité qui paraît un peu compliqué et qui est compliqué. Parce que si à partir de cette égalité, je cherche à trouver le nombre x qui fonctionne, eh bien, je peux chercher un moment. Donc toute l'astuce va être de simplifier cette égalité pour arriver à quelque chose qui soit suffisamment facile pour qu'on puisse trouver la valeur de x. Et pour simplifier l'égalité, c'est là qu'intervient la méthode de la balance. C'est-à-dire, ma balance en équilibre, elle va le rester tant que j'enlève ou j'ajoute la même quantité dans chaque plateau. Donc, autrement dit, tant que j'ajoute et j'enlève la même quantité de chaque côté du signe égal. Alors là, on est dans la partie délicate. Donc, on va essayer de faire un autre exemple avec la balance, ou 2 autres exemples. Je ne suis pas sûr qu'on ira beaucoup plus loin. Et la prochaine fois, on prendra le temps de revenir là-dessus. Alors, ça, on l'a déjà fait. Hop. Alors, voilà une nouvelle pesée. Dans le plateau de gauche, j'ai 5 cubes et 50 grammes. Dans le plateau de droite, j'ai 2 cubes et, alors, si on additionne 200 plus 20 plus 20 plus 50, ça fait 290 grammes. Et il se trouve que ça fait exactement la même masse. Mon but, c'est de trouver la masse d'un cube. Alors attention, ce n'est pas le même. Il ne fera pas 100 grammes dans cet exercice. Qu'est-ce que je peux faire comme modification sur cette pesée pour trouver facilement combien pèse un cube? Allez, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux enlever, ajouter? Alors, Méline. On enlève un poids de 50 et 2 cubes. Alors, on peut enlever un poids de 50 de chaque côté. On peut enlever 2 cubes de chaque côté. Donc, on va le faire. Alors, j'ai enlevé déjà les 2 cubes. Donc, voilà ce qui me reste sur ma balance. Donc, j'ai plus que 3 cubes à gauche et j'en ai plus aucun à droite. Ensuite, eh ben, comme vous me l'avez dit, je peux enlever les 50 grammes de chaque côté. Et ensuite, j'arrive à l'égalité où 3 cubes pèsent 240 grammes. Alors Jade, du coup, on ne va pas diviser par 2, on va diviser par combien? Axel, tu m'as donné la réponse, Thibaut aussi. Je sais que 3 cubes pèsent 240 grammes. Quelle opération je fais pour trouver la masse d'un des cubes? Allez, alors Quentin, c'est la bonne réponse. Simon, c'est la bonne opération. Donc du coup, Méline, quelle opération on fait? 240 divisé par 3, ça fait 80. Eh bien voilà, c'est ça. Un cube, ici, pèse 80 grammes. Mais si je vais voulu trouver mes 80 grammes à partir de ça, eh bien bon courage les amis. Ça m'aurait pris un sacré moment. Par contre, en allégeant un peu ma pesée, c'est-à-dire en enlevant des choses dans chaque plateau, en faisant bien attention, bien sûr, d'enlever la même quantité, parce que si je m'amuse à enlever le poids de 50 grammes dans le plateau de gauche et le poids de 200 grammes dans le plateau de droite, je vais avoir un petit souci pour l'équilibre. Mais si je prends bien soin d'enlever les mêmes quantités dans chaque plateau, eh bien, ce qui se passe à chaque étape, c'est que ma pesée, elle est de plus en plus facile. Et je continue de la ranger jusqu'à ce que j'arrive à une étape où je dis, bah, là, c'est pas difficile. Là, j'ai 240 grammes, j'ai 3 cubes, je fais 240 grammes divisé par 3, ça fait 80, et j'ai ma réponse. Voilà. Et si maintenant, je reviens à quelque chose d'un peu plus mathématique, donc je vais noter petit m la masse d'un cube. Ma pesée de départ, elle pourrait se traduire par 7 égalités, c'est-à-dire 5m veut dire qu'à gauche, j'ai 5 cubes plus 50
pour 50 grammes. Et de l'autre côté du signe égal, j'ai 2m pour dire que j'avais 2 cubes dans le plateau de droite et 290 grammes en tout. Ben, je vais simplement traduire ce que vous avez fait. Vous avez enlevé 2 cubes. Ben, je vais enlever 2m de chaque côté. C'est pour ça que j'ai fait une flèche de chaque côté du signe égal. Donc du coup, à gauche, eh ben, j'en avais 5, j'en enlève 2, il m'en reste plus que 3. À droite, j'en avais 2, j'en enlève 2, ben, j'en ai plus du tout. Donc vous voyez, j'arrive à une nouvelle égalité, mais qui est plus simple que celle que j'avais au départ, puisque j'ai réussi à me débarrasser d'un des nombres. Et je vais aller plus loin. Je vais cette fois-ci voir combien je peux enlever de chaque côté. Alors là, forcément, avec la balance, c'est un peu plus facile à visualiser. Je vais enlever de chaque côté 50. Ce qui veut dire qu'à gauche, ben, 50 moins 50, ça fait 0, donc il n'y a plus de nombre. À droite, 290 moins 50, ça fait 240. Et j'arrive maintenant à une nouvelle égalité, et qui est encore plus simple que celle d'avant, et qui est devenue suffisamment simple pour que je puisse maintenant me dire, eh bien voilà, pour trouver la masse d'un cube, je n'ai plus qu'à faire une division. Alors, Jade me demande pourquoi moins 50. Alors, hop, je reviens en arrière. Ici, tu visualises, Jade, ce qui est à l'écran? Donc, tout à l'heure, Méline avait proposé d'enlever 2 cubes. Je les ai enlevés. Et là, je regarde s'il y a encore des choses que je peux enlever de chaque côté en gardant l'équilibre. Eh bien, j'enlève 50. Pourquoi? Parce que je m'aperçois que j'ai un poids de 50 grammes dans chaque plateau. Donc, je peux l'enlever sans risque. J'enlève exactement la même quantité. Donc, du coup, ma balance restera bien en équilibre. Donc, c'est simplement ça que j'ai retranscrit ici. Donc, je disais, j'en arrive à cette égalité-là. Elle est tellement simple qu'en fait, ben, vous voyez, il suffit de dire, ben, 3 cubes pèsent 240 grammes. Ben, j'ai plus qu'à diviser par 3. Donc, un cube va peser, je continue après, un cube va peser 80 grammes. Donc, encore une fois, tenez pas compte de ça, hein, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le cheminement. Donc, on est parti d'un problème qui était relativement compliqué, trouver le nombre m tel que 5 fois m plus 50 soit égal à 2 fois m plus 290. Et ce problème, on l'a simplifié jusqu'à rendre la solution facile à trouver. Voilà. Le résultat qu'on a obtenu, 80 grammes, c'est ce qu'on va appeler la solution de l'équation. Et tout le travail qu'on va mener la prochaine fois, puisque là on arrive à la fin de la séance, ça va être de travailler justement ces opérations en partant de l'égalité de départ. Qu'est-ce qu'il faut faire comme opération pour la simplifier? Alors pour l'instant, je vais vous laisser digérer ça, parce que c'est déjà assez copieux en soi. Hop. Attendez, je revérifie l'heure. Bon, il nous reste 2 minutes. On va essayer quand même de le faire. Puisque le but de départ, c'était de trouver le nombre qui donnait le même résultat par les 2 programmes de calcul. Donc on va le résoudre. Le travail que je vous avais demandé de chercher peut se traduire par cette pesée-là. C'est-à-dire le cube, c'est le nombre que je cherche au départ. Je le multiplie par 6. Donc à gauche, ben, j'ai 6 cubes. Je rajoute 4. Donc dans le plateau de gauche, ben, j'ai mis une masse de 4. Pour le programme B, le nombre de départ, c'est-à-dire le cube, j'ajoute 5 et je multiplie par 2. Mais on avait dit que ça revenait à faire 2 cubes plus 10. Et donc sur mon plateau droite, j'ai 2 cubes plus 10. Et ça, c'est mon équation de départ. C'est mon problème de départ. Et je dois le simplifier jusqu'à arriver à une étape où je pourrais facilement trouver la solution. Allez, est-ce que quelqu'un veut me dire qu'est-ce que je peux faire sur cette pesée pour la simplifier? Qu'est-ce que je peux enlever, ajouter? Je vous écoute. Et après, je vous laisse tranquille. Alors, première proposition, eh ben, alors, il y en a une
il y a quelqu'un qui me propose d'enlever 4 de chaque côté et quasiment simultanément, quelqu'un d'autre me propose de retirer 2 cubes. Eh bien voilà, vous avez trouvé. Je vais chercher simplement la partie commune, celle que je peux enlever dans chaque plateau sans problème. Eh bien, au niveau des cubes, j'en ai 6 à gauche, 2 à droite, donc je peux retirer 2 cubes de chaque côté. Donc déjà, j'ai plus de cubes à droite, ce qui simplifie l'égalité. Et ensuite, quelqu'un m'a dit, ben, je peux enlever 4 de chaque côté. Ben, ce n'est pas difficile, j'ai un poids de 4 à gauche, et vu que j'ai 10 grammes à droite, je peux aussi en enlever 4. Et si j'en enlève 4, il ne m'en reste plus que 6. Et bien voilà, en partant du problème de départ, en 2 étapes, je l'ai suffisamment simplifié pour pouvoir simplement donner la réponse. Je sais que 4 cubes pèsent 6 grammes. Donc, pour trouver la masse d'un seul cube, eh bien, il va me suffire de diviser les 6 grammes en 4. Et 6 divisé par 4, ça fait 1,5. Et j'ai trouvé la solution. Et ça m'a demandé, vous voyez, 1, 2, 3 étapes. Et une fois que vous maîtriserez, vous vous rendrez compte que, aussi difficile que soit la pesée de départ, en 3 étapes, on arrive toujours au bout. 3 étapes maximum. Après, bien sûr, il faut choisir les bonnes opérations, et c'est à ça qu'on va s'entraîner. Donc, l'équation de départ, alors j'ai repris la lettre M, mais bien sûr, que je prenne la lettre M ou la lettre X, ça n'a aucune importance. J'enlève 2 cubes, c'est-à-dire 2 fois petit m de chaque côté. Il m'en reste 4 à gauche et plus aucun à droite du signe égal. Deuxième étape, j'enlève 4 de chaque côté. Donc du coup, à gauche, il me reste que 4m et à droite, 10 moins 4, c'est égal à 6. Et arrivé là, eh ben, j'ai plus qu'à diviser par 4 pour savoir qu'un cube fait 1,5, ou alors le nombre qu'il fallait choisir au départ pour que les 2 programmes de calcul donnent le même résultat, c'est 1,5. Voilà, ça m'a demandé 3 étapes. Et c'est là où les équations sont puissantes, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire, oui, mais d'ailleurs on pouvait enlever 4, on l'a fait. Hein. Je réponds à une question qu'on me pose. Donc 4, on l'a fait d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait aussi enlever 4 d'abord et enlever les 2 cubes après. Les 2 opérations, les 2 étapes, celle-là et celle-là, on peut les faire dans cet ordre ou à l'inverse. Ça n'a aucune importance. On arrivera de toute façon au même stade à la fin. Voilà. Donc l'inverse marche tout à fait aussi. Donc les équations sont puissantes parce qu'elles permettent de résoudre des situations en 3 coups maximum, de résoudre des situations, ou sinon, même avec des outils informatiques, ça nous prendrait énormément de temps. Une année, mais là, c'est un luxe qu'on ne pourra pas se permettre, mais une année, j'avais fait chercher des élèves comme ça, et même avec le tableur, même avec des outils très puissants, ils se faisaient complètement griller par ceux qui utilisaient la méthode que vous avez sous les yeux. Voilà, donc cette fois-ci, pour de bon, je vous laisse tranquille. On a été un peu plus d'une heure, mais je préférais qu'on termine. Alors, si ça a été trop vite, eh ben, vous profiterez de la vidéo pour reprendre certaines parties. L'avantage, c'est que vous pourrez cibler sur les endroits où vous avez besoin de réécouter. Si ça ne suffit pas, vous m'envoyez vos questions. Et notre prochain cours, je crois qu'il est jeudi. Enfin non, je sais qu'il est jeudi, je ne me rappelle plus. J'ai dû vous l'envoyer dans le message que je vous ai envoyé, il y a tous les horaires. Vous regarderez, mais je ne m'en rappelle pas parce que j'en ai 4 jeudi. Donc je ne voudrais pas vous dire une bêtise. C'est soit à 9h, soit Enzo me dit que c'est à 11h. Ben, je fais confiance à Enzo parce que moi, je ne m'en rappelle pas. Bien, eh ben, je vous laisse là pour cette fois. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à jeudi. Hein, et puis, n'hésitez pas encore une fois, s'il y a des questions, posez-les-moi. Ne laissez pas les choses comme ça qui ne sont pas comprises.